France Culture. Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jean-Pierre Verheyen, qui publie Un jour, je serai prix Nobel chez Gallimard. Le poète, c'est la langue, son affaire. En l'occurrence, cette langue française, qui est à la fois son affaire et sa misère. Pas encore le Nobel, Jean-Pierre Verheyen, mais déjà pas mal de prix. Oui, sur lesquels je ne crache pas. En particulier, en 1995, le Grand Prix de l'humour noir, à la fois pour Ridiculum Vitae, à la différence, et qui a été repris en poche dans la collection Poésie Gallimard il y a quelques années, et pour l'ensemble de votre œuvre. Une œuvre, c'est le mot qui convient? Ça peut être le mot qui convient ou qui ne convient pas. Peu importe, elle est là, quoi. Vous l'appelez Les comment? textes sont là, quoi. Vous l'appelez comment, cet ensemble de livres? Je dirais une cohérence et une fidélité au personnage principal de tous mes textes, à savoir la langue. Et vous avez bien raison, cher poète, de dire... Vous avez lu un extrait d'un petit texte sur la Cajunie, que j'appelle la Louisiane, en fait, où les Cajuns se trouvent, où j'avais été en voyage et j'avais eu des contacts sur la langue assez étonnants. Tout a commencé en 68, je crois que c'est de 68 que date votre premier livre, La Grande Mitraque. Oui, où je matraquais déjà la langue. Mitraque, c'est un peu entre mitraille et matraquer, en fait. C'est-à-dire, finalement, cet abus de points d'exclamation qu'il y a dans mes textes. Vraiment forcené. Et du premier au dernier livre, c'est une ligne que vous avez suivie, ou bien vous avez pris des chemins de traverse, des détours? Bon, il y a peut-être deux, trois exceptions. Il y a notamment Gisela, sur la mort de ma femme, qui est le livre que j'aurais jamais voulu écrire et qui m'est venu en 15 jours, 3 semaines. Et donc ce livre-là, hors celui-là, les autres sont du côté de l'humour, de la dérision, de l'autodérision aussi, où je me mets beaucoup en scène et où je ris de moi-même, je sais rire de moi-même. Et puis j'étais un exemple peut-être c'est les titres qui m'ont toujours importé. Alors les titres, ça accroche très fort et ça fédère les autres textes et ça donne cette espèce de ligne de conduite justement aux textes que l'on... J'aime pas les recueils qui sont des recueils où on recueille de tout. J'aime bien qu'il y ait une ligne justement. Et du grand cacophone à que sais-je, le degré zéro de l'écriture. Le degré zéro de l'écriture, qui était un hommage à Barthes en fait. Hein? J'avais d'ailleurs une dédicace où je disais à vous, cher Roland Barthes, votre plagiaire mexicain. J'avais écrit cela. Puis j'ai écrit aussi Divan le terrible, puisque mes amis, et surtout les gens de mai 68 et des gens de gauche me disaient « mais va te faire psychanalyser ». Alors j'ai créé ce que je disais, les aventures de Freud Astaire. Voilà. Et que je reprends d'ailleurs, voilà la cohérence, dans un des textes ici, où je dis, parmi les métiers que j'ai exercés, j'ai été responsable éditorial aux éditions Freud Astaire, où j'ai publié moi-même telle et telle chose. Donc on rebondit comme cela. Puis il y a eu surtout les Folies Belgères, qui était un défi en quelque sorte, un défi par rapport à régner à ce moment-là beaucoup de dérision sur les blagues belges, qui faisaient les choux gras
de nos amis ici présents, en France, je veux dire. Alors, quelquefois, c'est un détournement, le titre. Hein. Par exemple, on n'est pas sérieux quand on a 117 ans. Voilà, les détournements sont très courants chez moi. Quand je dis voter vert, voter alcoolo, c'est un vrai détournement. En fait, au moment des législatives belges, dans la région de Liège, il y avait de grandes affiches voter vert, voter écolo. Et avec un marqueur, j'avais fait voter vert, comme on dit un petit verre, quoi, et voter alcoolo. Et mes amis écolos n'étaient pas très contents, évidemment. Ils disaient, mais enfin, c'est scandaleux, c'est du vandalisme. Voilà des affiches monumentales, et tu viens les détourner. Et alors, j'avais dit, par la suite, j'ai dit, oui, bon, voilà, c'est comme cela, quoi. Et par la suite, le responsable de la campagne écologique est venu me trouver en me disant, on n'a jamais autant parlé de cette affiche après que ce détournement. J'en ai fait d'autres de plus terribles. Encore Sodome et grammaire, par exemple. Pardon? Sodome et grammaire. Sodome et grammaire, c'en est un aussi, dans le titre, oui, bien sûr. Et puis j'ai fait quelque chose qui aurait pu me valoir, comment vais-je dire, des récriminations beaucoup plus importantes, c'est-à-dire que dans la région de Namur, vous êtes venu en son temps, vous vous souvenez de Namur? Namur est la Meuse. Je me souviens de Namur, ouais. La Meuse qui vient de Charleville, du pays de Rimbaud, et puis qui arrive à Namur. Et puis, elle continue vers Liège. Et à la sortie de Namur, il y a un chemin très étroit, et qui borde la Meuse, mais aussi des falaises. D'où le roi des Belges, le roi Albert Ier, en 1934, a dévissé en faisant de l'alpinisme et s'est écrasé, le pauvre, en bas. Et il y a donc un panneau de signalisation qui dit « Attention, chute de pierre ». Évidemment, j'ai écrit « Attention, chute de roi ». Alors évidemment, je me souviens de Namur, Jean-Pierre Verheyen, parce qu'à Namur, vous faisiez, il y a déjà quelques années... Jusqu'en 89, oui. Ouais, une émission de radio. Une émission de radio, oui. Avec Marc Rombaud. Oui. Qui s'intitulait Idem. Idem. Elle durait très longtemps, cette émission. 3 heures, 3 quarts. Et il y avait autant de paroles que de musique, d'où le titre. Et une fois, vous avez eu l'étrange idée d'inviter dans cette émission un petit groupe de jeunes poètes français, dont je faisais partie. Oui. Vous avez dû le regretter d'ailleurs après, parce que ces poètes étaient étonnamment silencieux. En tout cas, moi, j'arrivais pas à dire un mot. À l'époque. Devant le micro, c'est tout juste si je pouvais lire mes textes qui étaient pourtant écrits noir sur blanc, que j'avais devant les yeux. Mais la panique était telle que c'était totalement impossible. Donc, on nous appelait à l'époque les poètes du blanc, et c'était bien trouvé, parce que c'était aussi un blanc radiophonique. Oui, parce que le blanc sur antenne, on lance la musique à ce moment-là pour le combler. On pouvait s'attendre à cela. Vous n'avez pas été effrayé? Non, au contraire. Nous avons gardé une amitié réelle et profonde, je pense, et qui fait qu'on se lit, comme je lis Claude Royer-Journoux, que je lis Jean Dève, etc. Oui, je pense que ça créait vraiment des liens, cette émission. Vous pensez qu'on peut faire de la radio avec du blanc, du silence? Ça dépend quelle heure on passe. C'est ça, tout le problème est là. Si vous êtes à 1 heure de grande écoute et à 20 heures, les gens ont... Oui, ils ont envie de textes qui déferlent peut-être, de déferlants. Oui. Des textes comme les vôtres? Peut-être, dans une façon de les lire aussi. Je pense que la lecture joue un grand rôle. Je suis même persuadé que quand on entend le texte, on se dit, on est du côté de l'oralité déferlante, comme je disais, mais aussi de l'enjeu des rimes intérieures. Vous voyez, moi, je pense plus aux rimes intérieures, à cette espèce de non pas de mélopée, mais de fluidité, en fait, qu'il y a dans le texte. Ça serait une scène intérieure tournée vers l'extérieur. C'est une excellente définition, oui. C'est une définition. Mais vous pensez qu'on peut écrire des textes avec ces blancs, ce silence dont nous parlions? Mais moi, je suis du côté du compact, vous avez vu, vous avez lu. Donc, je pense que oui, il doit exister des poésies, il n'y a pas une poésie, voilà. Le problème, c'est ça. Elles doivent cohabiter, comme on cohabite dans le social,
Et je pense qu'elle mérite tout le respect. Il vaut mieux... Mais, par exemple, j'étais... justement, je dis toutes les formes de poésie, dans Sodome et Grammaire, je pense, ou dans le précédent, Poète Benck oui, Poète Benck non, j'ai fait un texte un peu polémique contre les rappeurs et les slameurs, en me disant, voilà, c'est de la rimaille, quoi, en fait. Ça rime facile, et j'aime pas ça. Et dans un débat, parce que j'ai eu beaucoup de débats avec eux, ils m'invitaient évidemment, je faisais des lectures d'Arthur Rimbaud ou bien d'autres textes plus anciens, ou des textes récents aussi. Et on faisait, non pas un bras de fer, mais une espèce de mise en parallèle comme ça. Vous dites ce comme cela, et vous avez besoin de ce rythme. Moi, j'ai besoin de le dire comme cela. Et je pense qu'à la fin, on s'appréciait finalement. Et notamment, récemment, j'étais à Rennes, à la Maison de la Poésie. Je faisais un entretien justement à ce propos-là. Et le garçon qui m'interrogeait, le journaliste qui m'interrogeait, me dit « Mais tout de même, il y a une chose bien dans le rap et dans les slameurs, du moins ici, c'est qu'ils ne chantent pas en anglais. » Et j'étais ravi de cette remarque. C'est vrai qu'ils sont du côté du français, défendent notre langue. Et c'est quelque chose qui me touche particulièrement, la défense et l'illustration de notre propre langue. Son inventivité, sa créativité doit être l'apanage des poètes d'aujourd'hui. Et si, au moins sur cela, je suis d'accord avec eux. Parce que les chansons anglaises, je ne peux pas supporter, moi. Donc, vous travaillez la langue, mais dans le sens de l'oralité. L'oralité, oui. Les textes sont écrits pour être dits interprétés à haute voix, pas à voix basse. Oui, à haute voix. À haute voix par Jacques Bonafé, par exemple. Ouais. Parce que quelquefois, la ligne quitte l'espace de la page d'un livre pour aller sur scène. Et votre œuvre, pour reprendre le mot qu'on employait tout à l'heure, devient théâtralité. Absolument. Ce fut le cas avec Jacques Bonafé, avec l'oral et hardi, effectivement, qui est déjà un jeu de mots en soi aussi. Parce qu'hardi s'écrit sans Y, évidemment. Ce n'est pas le Laurel et hardi habituel. C'est hardi, les textes avec hardiesse et oralité. Et Jacques Bonafé en a fait un spectacle, il interprète lui-même un one-man show, comme on dit en anglais. Donc un seul en scène, on dirait en français. Ouais. Et il en a fait un spectacle magnifique qui en est à sa 200e représentation. Depuis donc 2007-2008. Et il a obtenu donc un Molière du théâtre. Oui, Molière du théâtre. Et un livre vient de sortir. Un CD. Qui est la captation, un CD, oui. Qui est un livre et aussi un CD, justement. Chez Camino Verde. Oui. Et alors, vos textes lus par quelqu'un d'autre sont toujours vos textes Écoutez, moi je suis sidéré, oui bien sûr, mais je suis sidéré par le fait qu'il peut mémoriser ces textes. Un auteur peut mémoriser comme le fait Bonafé. Personnellement, je suis incapable de le faire. J'ai besoin de ce support de lire mon texte, quoi. Et donc, voilà, je lui envoie des textes constamment. Hier, je lui ai envoyé un Queneau. Un Queneau, pourquoi Queneau? J'ai écrit Queneau, K-E-N-O. Raymond Queneau, qui lui déjà depuis longtemps avait bien devancé nos envoyeurs de textos d'aujourd'hui, en faisant d'où qui put longtemps avec sa zazie dans le métro. Le phonétique, c'est lui qui connaissait ça mieux. Mais il en faisait du poétique, justement. Or, maintenant, quand on voit ok, tout compris, et que c'est le règne du cas, pratiquement kafkaïen. La belle jeunesse d'aujourd'hui écrit comme cela, scribouille comme cela, elle converse comme ça avec un K chaque fois. Et donc j'ai fait un texte parodique là-dessus, en disant, voilà, conversons comme ça, j'ai mis un K, mais essayons aussi de penser un peu la langue. Et en fin de texte, je dis, je vous tire ma langue à moi et mon irrévérence. Alors si Bonafé a mis en scène et interprété un texte de vous, Jean-Pierre Verhegen, c'est que la dimension théâtrale de ce que vous écrivez est donnée dès le départ, et pourtant c'est de poésie qu'il s'agit, et non pas de théâtre. Le mot poésie apparaît là en page de garde de ce nouveau livre, Un jour je serai prix Nobel. Donc poésie, vous ne récusez pas ce mot? Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, vous savez pas forcément. On a 20 ans, 25 ans, 30 ans, et que l'on vous dit vous êtes un poète, on tire un peu la moue, on se dit non, je suis un écrivain.
Alors moi, j'ai fait cela aussi, j'ai tenté de dire écrivain. Maintenant, je revendique ce mot poète. C'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir avec les romanciers. C'est autre chose. C'est quoi un poète? Un poète, un poète d'aujourd'hui. Un poète d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait des expériences avec la langue, quand il est poésie contemporaine, et qui s'en sert à bon escient, je trouve, pour dire, bon, de façon rapide parfois, c'est-à-dire en une seule page, des choses qui percutantes. Enfin, moi, quand je travaille, j'ai des petits carnets, vous voyez, et des petits carnets sur lesquels je note au jour le jour des petites phrases, des petites traductions latines, comme j'ai fait des dérives des pages roses du dictionnaire Larousse depuis longtemps. J'ai envoyé encore, je pense que c'est hier, j'écrivais encore 2-3 petites choses à ce sujet-là, quoi. Et donc, ça me nourrit. Ouais. C'est mon fonds de commerce, c'est cela, quoi. Mais votre travail, c'est pas seulement un corps à corps avec la langue, c'est aussi un corps à corps avec la culture, parce que toute la culture est là. Hein. Vous parliez de Roland Barthes tout à l'heure. Il y a toujours des références culturelles dans les textes que absolument, et qui sont toujours pas perçues nécessairement par la génération actuelle. C'est un peu, vous voyez, au départ, ce bouquin devait s'appeler, un mot dérisoire, « Je finirai dans les Emmanuels scolaires ». Et alors, je me dis, avec Jacques Bonafé, justement, je lui avais soumis le titre, que je soumettrai après à André Velter, et il me dit, tu sais, mes fils, ils savent pas qui est Emmanuel. Ils savent pas. Sylvia Christel, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Donc, c'est vrai qu'on se coupe toute une génération. Par contre, Nobel, avec Nobel, ça peut marcher davantage. Sodome et Grammaire, ça marche aussi. Il faut donc avoir cette espèce d'énorme spectre, éventail, quoi, en fait. Quand je faisais la liste des héros fatigués, je dis les héros sont toujours super pimpants, hein, ils sont musclés et tout. Je vais dresser une liste des héros fatigués. Et tout à coup, j'avais le roi sommeil au lieu du roi soleil, c'était facile, bon. Et j'avançais comme ça. Tout à coup, je suis arrivé à, tiens, je préfère Vanessa Paradis. Et j'en parle à mon petit-fils et il me dit, ouais, c'est très bien. Mais je dis, mais ça va pas durer, cela. Hein, je veux un texte, je suis un classique aussi quelque part, un érudit classique, un savamment populaire et populairement savant. Je veux être cela. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Don Giovanni, en me disant Don Giovanni, c'est tout de même autre chose, quoi. En fait. Et puis j'ai terminé par Flagadatustra ou un truc comme ça, ou Assis parlait Zarathustra, ou Saint François d'Assis, tous fatigués, quoi. Aujourd'hui, Jean-Pierre Verhaegen, vous vous revendiquez comme poète, mais il y a eu un temps où vous marquiez une certaine distance ironique à l'égard de la poésie. Oui. Il y a par exemple Vive le poésie, hein, poésie au masculin et avec un Z. Oui. C'était Vive le poésie qui a été repris entre Zut et Zen. Et c'était à l'époque où le regretté poète, c'est un poète lui, Tarkos, avait une revue qui s'appelait Poésie prolétaire, où il écrivait aussi de cette façon, poésie. Et j'en avais parlé avec lui, et moi, ça m'avait beaucoup plu, ce terme-là, Vive le poésie. J'avais dit Vivi le poésie, Vivi lui. Oui, c'était ces textes-là. Oui. Mais Jacques, par exemple, Bonafé reprend ces textes-là, qui sont le début de Entre Zut et Zen, et il les reprend de façon très bien illustrée, comme ça, en fait, bon, vivace. Et à l'époque, donc fin des années 90, vous disiez le poésie n'a pas de règles, il est tout entier dans l'exception régulière. Oui. Est-ce que vous diriez la même chose de la poésie? Je dirais, enfin, pour ce qui me concerne, pour ma poésie, oui. Je dirais ça. Oui. Elle doit être simple, directe, comme le demi au troquet. Socialo, comme le demi au troquet. Oui, ça c'est une façon. Et le texte se terminait par, je pense... non, je ne sais plus ces textes. Je ne connais pas mes textes par cœur, moi. Je ne les connais pas du tout par cœur. Je dois les relire. Et pourtant, ça vous arrive de les lire en public, à haute voix? J'ai beaucoup lu en public. Je pense qu'il faut lire en public. C'était aussi un tremplin pour arriver à élargir ce public. Mais je ferai un exemple, si vous voulez, de lecture par la suite. La façon dont je lis. Oui. La lecture est importante, c'est vrai. Par exemple, si vous prenez une page au hasard.
Au hasard, vraiment au hasard. Oui, parce que rien ne se prépare. Non, mais c'est bien. Eh bien, responsable éditorial aux éditions Freud-Aster, où j'ai publié à titre personnel 20 000 lieues sous les Jules de ma mère. Aventure. L'inconscient, l'autre dans le coma. Médecine pour tous. Oedipe à Jean Blou. Biographie sélective en collaboration avec William Cliff. Par divan, par derrière. Méthode d'apprentissage du rythme pulsionnel en moins de 30 leçons. Si c'est pas toi, c'est donc ton frère, des fables. Et puis le complexe sidérurgique expliqué aux métallos du bassin lorrain. Et c'est collection Petit cache-sexe du peuple. J'ai aussi fait la BD, Hystérix le Grivois, puis le Surmoi pondéral, traité de culture générale, collection grosso modo, et Mignonne, allons voir si ta névrose, poésie complète. Moi aussi j'ai été fils-père, nouvelle collection Confession spontanée et Révélation tardive. Et puis quand on se couche avec son chien, on attrape des pulsions, bestiaire illustré. Et alors je ne donne pas la dernière parce que on me traiterait de vulgaire. Voilà. Donc voilà, il y a cela, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a tous les médailles, le mérite sportif que j'ai reçu. Hein. Vous vous souvenez de ça? Écrire n'empêche pas de faire du sport, que je sache. On peut même être médaillé, d'or va de soi, multimédaillé dans les plus diverses disciplines, que ce soit le tir au flanc ou le tiramisu, le lancer d'ultimatum, le lancer du disque horaire, le lancer du poids sur la conscience ou celui du complètement marteau. On peut être vainqueur de l'heptalon d'Achille et du marathon à l'huile d'olive, champion hors catégorie au saut du lit, au saut à la corde, au saut de champagne, au saut hygiénique et surtout au petit saut dans le perche pour un petit week-end en amoureux. On peut être crack des cracks au Julio Iglesias et au karaoké sur gazon. Tenant du titre en tennis de table d'hôte et en écrevisse à la nage. Recordman du 100 mètres lenteur et du relais 4 fois la semaine des 4 jeudis. Détenteur d'un palmarès sans comparaison, tant dans la pratique du basket bien dans ses baskets que dans les compétitions sportives hivernales, qu'il s'agisse du bobo à deux à Mégève, de la luge des classes ou de la descente en whisky. La descente cul-sec, on l'aura compris. Alors, bien qu'on soit plus dans les années 60-70, Jean-Pierre Verhegen, on a envie de vous demander, mais est-ce que vous avez une théorie de la poésie? Parce que dans Un jour, je serai prix Nobel, vous dites avoir une théorie, non-théorie. Oui, non-théorie, c'est ça. De la poésie. Je pense que je dis ça dans les textes de la fin, où... Comment était-ce? Ah oui, vous dites ça. Théorie non... Comment s'appelle le texte? Page 100. Page 100, voilà, oui. Page 100. Ah oui, où je fais mon portrait, mon autoportrait en cucul à courgette. J'avais parlé du cucul à praline, qui est une expression que j'aime beaucoup, et où je dis que la poésie en général, à laquelle manque en effet généralement un peu, sinon une bonne dose de bêtises intelligentes. Vous savez, les gens qui veulent écrire de manière trop intelligente, ils sont pas dans la poésie. La poésie, il y a un côté un peu dans la lune, vous voyez, un peu distrait. Et qui accepte cette distraction, en fait, qu'il ne s'en excuse pas, qu'elle soit à l'eau de rose, trop jolie et tout flafla flachouille flagada, hélas 3 fois, qu'elle soit entre les mains de cette secte de poètes stop, qui poètent plus haut que leur cul, et foncent droit dans le mur de l'amphigourie, ces poésies-là n'ont pas le moindre petit grain de folie, n'est-ce pas? De folie non pas démente, mais de celle qui vous nargue avec sa camisole de farce, la fulgurante et passagère, précisera-t-on, celle dont Achille Chavet déclara naguère depuis sa surréaliste ville de la Louvière en Belgique, qu'on devait en exiger de chacun de nous un certificat journalier. J'adore ça. J'adore ça, qu'on soit un peu gnangnan quelque part. Gnangnan, mais dans le sens intelligent du terme. Quoi. Comment concilier la bêtise et l'intelligence, voilà. Ouais. Mais faire rire. Faire rire, oui, pour le comme dire. Vous le faites. Oui, il faut le dire. Il faut chaque ligne. Oui. Est-ce que c'est pas aussi se protéger, essayer de se protéger contre ce qu'on pourrait appeler un défaut d'intelligence? Elle est bonne cette question. Oui, sans doute. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'accepterais même cela. Un défaut d'intelligence, oui. Vous avez vu où ça mène hein, quand on a des QI trop importants. Hein. Dans Ridiculum Vitae, donc un livre publié il y a quelques années, vous disiez, et ça c'était une théorie de la poésie, tout dire, oui. tout parler, oui. oser,
Tout écrire. Tout écrire. Et en rire. Tout rater et en rire. Tout échouer et en rire. Mais oui. Tout oser. Tout oser, oui. Oui. Alors oui, c'est toujours la question, est-ce qu'on peut rire de tout et on peut rire avec tout le monde? La fameuse réponse des proches, oui, mais pas avec tout le monde, quoi. C'est vrai que tout dire, c'était radical. C'est d'ailleurs un texte qui est lu par Jacques Bonafé aussi, qui a été repris. Vous vous souvenez dans ce CD qui accompagnait la sortie de je crois l'anniversaire de autant d'années de poésie Gallimard, quoi, en fait. Et Bonafé en avait fait un texte admirable. Il écrit bien. Il avait lu ça, je pense, à l'habitualité, à l'occasion du Printemps des poètes en son temps. Et il disait ça avec beaucoup d'enthousiasme, quoi. Et il terminait non à la poésie mièvre, à la poésie, comment on dit, fade. C'est cela. Il disait, oui, il vaut mieux tout dire que finalement dire mollo les choses et mollasson, quoi, en fait. Un peu flashouille, quoi. Mais là, vous le disiez, vous, dans votre manifeste Cochon. Oui, manifeste Cochon. Et que je situais mon écriture entre Saint-Antoine, on sait que par rapport au cochon, c'est important, et Saint-Antonio, qui lui aussi a quelque part, avec Bérurier, des phrases un peu cochonnes. Ouais. Oui, eh bien, oui, entre Saint-Antoine et Saint-Antonio, voilà. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, quelque part, un petit signe en direction d'Antonin Artaud, pour qui toute écriture était de la cochonnerie? Oui, c'est sûr. Bah oui, bien sûr. S'il y a quelqu'un que je vénère, si je peux vénérer, c'est Artaud. J'ai tout de même fait Artaud Rimbourg. J'ai dit, c'est deux monstres. En fait, tout poète, rien nouveau, un liche de liche avant-gardiste, je disais-je, voudrait être une mixture de cette suprême mixture, une espèce de produit, d'enfant, de fils naturel d'eux, quoi, en fait. Mais c'est très ambitieux. C'est deux monstres, non plus que sacrés, quoi, en fait. Deux monstres. Mais une merveille, en fait. Ouais. Soyons monstrueux quelque part, oui, pourquoi pas. Le cochon, d'ailleurs, c'est un animal que j'adore. Un animal sacré de la littérature. Oui, bien sûr. Surtout ces derniers temps. Vous avez vu, oui, bien sûr. Et j'en ai fait un prix de gros, le prix Pied de Porc. J'ai eu le prix Pied de Porc, oui, j'ai dit le prix Pied de Porc, puis j'ai eu le prix Gigot Mystique ou Cervelle d'agneau à la flamande, en fait. Je me suis attribué des prix comme cela, un peu drôles. Mais c'est vrai que le cochon reste, où je dis, chaque dimanche, j'exagère, évidemment, comme toujours, il y a toujours de l'exagération. Je vais pas chaque dimanche, mais parfois, je vais déguster un pied de porc, complètement remis dans un voile sacré. Arrière de préférence. Le meilleur, le charcutier vous le dira. Et on le remet désossé, complètement désossé, dans une crépine, voile sacré s'il en est, et voile royal aussi. Et on le déguste à son aise. Et moi, les jours qui précèdent ce moment-là, je me rêve dans la situation de la pornocratesse de Félicien Rops. La pornocratesse qui a une truie au bout de sa laisse et qui se promène avec des pieds d'or, en fait. Et je rêve d'être cette pornocratesse. C'est un peu délirant, mais il faut une part de délire, je l'ai dit tout à l'heure. On a vu, Jean-Pierre Verhaeghen, que la grande affaire, c'est la langue. Pour vous, il y en a peut-être une autre, qui est la Belgique. Oui. La Belgique, malgré tout. Malgré tout. Oui, celle de Socher. La Belgique, malgré tout, c'était Socher. C'était le titre d'un numéro spécial de la revue de l'Université de Bruxelles. De l'ULB, oui. Mais aujourd'hui, vous ne diriez pas ça. La Belgique, malgré tout, je dirais la Belgique plus que jamais. Vous savez, lorsque j'ai signé chez Gallimard et avec mon attaché de presse ces bouquins, tous les amis français, les journalistes, je leur ai dit, votez pour moi, la Belgique vous hébergera. Ça, c'est le type d'humour qu'on peut avoir chez nous. Rappelons ce qui se passait par rapport à comment vais-je dire, à l'actualité, quoi, en fait, et qui se passe toujours. De plus en plus de Français sont chez nous. Pour les raisons que j'ignore. Je veux ignorer. C'est sûrement pas pour... on va pas épiloguer là-dessus, quoi, en fait, si vous voulez bien. Mais non, mais je reste belge, très 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 belge. Et j'hésite pas du tout, si un mot est belge, à le sucrer sous prétexte qu'on va pas le comprendre ici. Non, je regarde contre vents et marées ma belgitude. Oui.
Et donc, c'est pour ça que le mot Nobel convient admirablement. Quand vous intitulez un livre « Un jour, je serai prix Nobel », oui. Vous y croyez un peu, quand même. Écoutez, c'est un titre. Je me suis rendu compte par la suite que Chavet, dont je parlais il y a un instant, Achille Chavet, avait écrit un aphorisme absolument étonnant. Un jour, lui aussi, je n'entrerai pas à l'Académie. J'avais trouvé cette formule magnifique. C'était un peu, comment vais-je dire, une déclaration d'intention. Non, le prix Nobel, je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu en quelque sorte. Les gens savent que comment je suis belge dans mes écrits et que je le reste, quoi, en fait. Mais non, c'est simplement un beau titre, quoi, en fait. Je crois que c'est un titre qui marche. On m'en parle beaucoup et les gens rigolent. Ouais. Ils disent ah oui, ça doit être pas mal, quoi, en fait. Bon. Le Nobel, oui, mais le Nobel, après tout, pourquoi vous n'auriez pas vos chances? Vous voulez rire, là? Non, vous êtes du côté de l'humour. Hein. Pas du tout. Mais non, il y a 100 ans qu'un Belge a eu un prix Nobel. C'est Maeterlinck. Donc il est temps qu'il y en ait un autre. Oui, c'était en 1912, effectivement. Donc on a fêté le centenaire de... Il est temps qu'il y en ait un autre, oui. Pourquoi ne seriez-vous pas parce que j'ai des concurrents, vous avez vu, je parle de mes concurrents à la fin du bouquin, même du vrai Nobel. Lui, je pense qu'il pourrait avoir un Nobel, ce serait Michaud, mais il refuserait. Même dans sa tombe, il se retournerait. À Bruxelles, j'ai dit comme concurrent, j'ai Hergé. Hergé, ouais. C'est pas mal quand même. Ouais, mais c'est pas vraiment un concurrent. Là. Pourquoi ? Il est hors concours maintenant. Il est hors concours, oui, d'accord, mais en fait, si on attribue à l'œuvre le prix, oui, c'est au personnage qu'on... Ouais. Hergé, il en prend pour son grade hein, dans votre livre. Hergé ? Ouais. Oui, ben je le trouve... vous voulez que je le lise un peu, oui ? Eh bien, contrairement à ce qui était rapporté dans une certaine presse, bien qu'il soit devenu sourd comme un pot et qu'il éprouve de sérieuses difficultés pour se déplacer, à 100 ans, Hergé est toujours là, mauvais pied certes, mais bon œil. Il a épousé en 3e noces la veuve du capitaine Haddock, la fringante et envahissante Bianca Castafiore, avec qui il vit dans la maison de retraite des frères Loiseau, à Bruxelles, rue du Lombard, en face de sauvages décors pour ceux qui connaissent. C'est elle, Bianca, qui, toute la sainte journée, pousse Hergé dans une chaise roulante que lui a léguée son défunt mari après l'affaire des bijoux volés. Comme d'habitude, et plus que jamais, Bianca s'en mêle les pinceaux avec les noms. Elle appelle Hergé tantôt âgé, c'est vrai, tantôt érigé, elle le souhaite peut-être, ou carrément Auger, comme un Kakoshim évêque de Liège. De plus, omnibulée par la Scala, sa Scala de Milan, tout est Scala pour elle. De la Scala de bain à la Scala à manger ou à la Scala de séjour. On a beau le lui répéter, rien n'y fait. Mais Hergé s'en fout, il ne l'entend pas, même s'il fait semblant en s'introduisant dans le tympan de l'oreille le cornet acoustique que lui a refilé Tournesol avant de mourir. Oui, mort lui aussi, comme tous les autres. Hergé ne veut pas le savoir. Qu'ils aient fini ici ou là, y compris dans l'embarras, ce n'est pas son problème. Hergé est sur son petit nuage, et compte bien y rester des années encore. Quelle merveille, quel bonheur. Interrogé sur l'état de la BD actuelle, il croit qu'on lui demande des nouvelles de son nouveau bandage orthopédique. « Vous lisez, vous appréciez », précise le journaliste. « Oui », répond Hergé, « je bande toujours avec Velpeau. » Un jour, je serai prix Nobel. Le livre de Jean-Pierre Verhegen est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Xavier Lévesque, Anne Sécheret, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.
Little